contrairement à Habib Beye. Ah oui, il y a un petit peu plus de pression. Quand même un petit peu mieux là que devant des dizaines de journalistes à Marseille qui m'attendent au tournant. Même si au bas mot, on est regardé par quoi 21, 22 millions de personnes là, donc il y a un petit peu de pression. Par heure, oui, c'est vrai, par heure. Bon, ben lui, en tout cas, il a passé son premier grand oral en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est un moment dont il se souviendra parce qu'il est très important, bien sûr. Il avait le sourire, le franco-sénégalais. Ça va très vite pour lui, de Rennes à Marseille en quelques jours. Et donc, on va parler des premières fois aujourd'hui, de la présentation des coachs. Pourquoi les entraîneurs doivent séduire tout de suite. Alors ils ne peuvent pas être virés après une première conférence de presse, faut pas exagérer, mais faut pas se louper quand même. Alors pour ne pas se louper, j'imagine qu'on la prépare cette première conférence de presse, on n'arrive pas à l'arrache. Et oui, quand bien même on est un entraîneur expérimenté et habitué de l'exercice médiatique, faut pas prendre l'exercice à la légère. Alors on a contacté le directeur de la communication d'un club de Ligue 1, il nous a donné 5 conseils pour bien préparer une première conférence de presse. Allez, on va faire un peu de coaching. Bon déjà, il faut aller à l'essentiel, on a très peu de temps pour se préparer, donc un message à faire passer, simple et efficace. Ensuite, il faut connaître le club et son environnement, les fondamentaux. Par exemple, à Marseille, on ne va pas dire « j'arrive dans un club calme, tranquille et je veux poursuivre là-dessus ». Ça ne collerait pas très bien. Évidemment, on se tient prêt à apporter des réponses aux questions sensibles, surtout quand on débarque en plein milieu de saison après des mauvais résultats par exemple. Il faut être aussi aligné avec le discours de la direction, ne pas annoncer par exemple qu'on joue le titre alors que l'objectif c'est de se qualifier en Ligue des Champions, ça peut nous être reproché après. Et puis enfin se montrer tel qu'on est, c'est-à-dire ne pas mentir sur sa personnalité. Ça sert à rien de sourire de façon forcée pendant 30 minutes, si évidemment on n'est pas comme ça. Si Marcelo Bielsa il arrive, il fait des vannes et il sourit à tout le monde, ça colle un petit peu moins que ce qu'il va montrer derrière. Bon, tout ça paraît logique. Beye, lui, on a déjà vu certains de ses passages, il s'est appuyé sur une de ses forces, c'est le fait qu'il soit un ancien joueur de l'OM, donc sa joie forcément, elle est sincère. Tout d'abord, déjà, c'est une grande fierté, très heureux d'être ici, parce que vous savez l'attachement que j'ai pour ce club. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un passé qu'il faut garder dans le passé, et aujourd'hui c'est l'instant présent, et c'est une autre mission qui m'est offerte aujourd'hui. Je l'ai vécu comme joueur, maintenant en tant qu'entraîneur, donc non, c'est un très beau moment. Alors quand on n'est pas un ancien du club, il faut réussir à fédérer autrement, forcément. Et notamment sur le sujet principal, les résultats, le sportif tout simplement. Mais alors là, attention, parce qu'il faut être ambitieux, mais pas trop, je le disais, ça peut nous être reproché. Alors on a réécouté les premières conférences de presse des derniers entraîneurs du Paris Saint-Germain. Et alors vous allez voir, il y a plusieurs niveaux de prise de risque, selon par exemple le sujet et notamment la victoire en Ligue des Champions. We are here to win, of course, but it's too early to talk about the big things. It's too early to talk about it. For Paris Saint-Germain, the Champions League is the most important competition. Of course, it's a massive challenge, but looks far away. Est-ce que vous sentez cette pression? Est-ce que vous sentez le poids de cette mission? J'adore cette pression. J'adore cette mission. La Champions League, c'est presque injuste, entre guillemets, parce qu'il suffit de faire un mauvais match et tu sors de la compétition. Mais ça n'est pas une excuse, donc c'est un objectif pour nous. Bon, grosso modo, on a les prudents, Tourelle et Pochettino, et puis on a un Luis Enrique un petit peu plus offensif. Alors sinon, il y a une autre manière de séduire, notamment les supporters, c'est d'annoncer du beau jeu. Et bien là, c'est Luis Enrique, encore très direct. Et mon idée du football, c'est un football d'attaque, un football offensif. Un football qui puisse être divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne des résultats, de bons résultats. C'est mon défi, je me suis engagée à créer une équipe. J'ai l'aide du club et je suis sûre qu'ils vont me donner toute l'aide voulue. Et je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qui va se passer. Alors parfois les archivisent bien, comme là. Et plus qu'avant d'ailleurs, la presse, nous tous maintenant analysons les prises de parole des entraîneurs. Parce que la communication a une importance capitale aujourd'hui dans le quotidien des clubs. Les extraits tournent en boucle, évidemment, sur les réseaux sociaux. Tout est commenté, disséqué. Et nous, les journalistes, on participe à ça aussi. Alors, on a été rechercher des coupures de presse avec Arthur Girand et Baptiste Vautier sur des articles suivant les premières conférences de presse des coachs, celle de Didier Deschamps, celle de Luis Enrique ou encore celle de Laurent Blanc. Et alors, il faut dire que lui, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'équipe de France, on sortait de la Coupe du Monde 2010 et de Naïsna. Donc, il était attendu au tournant. On le voit dans les intitulés, des intertitres des articles, il y en a certains qui concernent tout simplement sa communication. Et puis on le voit aussi, regardez, au flash, le jour de sa présentation, il y a quelques flashs, quelques photographes, j'ai l'impression. Donc on est en juillet 2010. Et lui, il s'était surtout attelé à diffuser un message de fermeté sur les attitudes des joueurs, évidemment, puisqu'on est après Naïsna. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé en Afrique du Sud. J'ai été déçu par le bilan sportif et indigné par certains comportements. Donc j'intégrerai ces éléments dans le futur proche. Les leaders ont voulu préserver l'intérêt d'un joueur, Nicolas Anelka en l'occurrence,
au détriment du collectif. Donc vraiment, on insiste sur un message bien particulier. Laurent Blanc, il avait besoin de rassurer tout le monde de ce point de vue-là. Alors après, il y a un impondérable en conférence de presse et en présentation, ce sont les questions des journalistes. On ne peut pas toutes les prévoir. Ah non, parce qu'on le disait tout à l'heure, effectivement, on peut anticiper certaines questions sur des sujets sensibles, mais attention, parce que notre créativité, à nous les journalistes, elle est quand même sans limite. On a retrouvé des exemples de questions un peu lunaires posées à des coachs lors de leur première conférence de presse. Raphaël Benitez, on commence avec lui au Real en 2015. Êtes-vous ici parce que vous êtes madrilène ou parce que vous êtes le meilleur choix sportif? Allez, bienvenue. Bienvenue aussi à David Moyes à Manchester. Comment peut-on succéder au plus grand entraîneur de tous les temps? Sir Alex Ferguson, l'air de dire tu feras jamais mieux. Quique Sétienne à Barcelone. Est-ce que vous allez réussir à faire courir Messi? Très glissant. Maurizio Sarri, arrivé à la Juve en 2020 après avoir entraîné Naples. Comment comptez-vous vous faire pardonner des supporters? C'est cadeau. Et puis ma préférée, Bielsa arrive à l'OM. Vous êtes connu pour quitter vos clubs brusquement. Peut-on être sûr que vous resterez? Là, c'est visionnaire. Ah, c'est On peut reconnaître qu'il avait bon dès le premier jour, le journaliste. Bon, sinon, pour se défaire de tous les pièges, il y a toujours le style inimitable du Special One, José Mourinho. It's a job that everyone wants, and I have it. And I have it. This challenge doesn't make me nervous because my history in the last 10 years was always to live with big clubs' expectations. There are some managers that the last time they won a title was 10 years ago. Some of them, the last time they won a title was never. The last time I won a title was 1 year ago. Alors bizarrement, il sort un peu moins de phrases comme ça aujourd'hui, Mourinho. Peut-être qu'il en a regretté quelques-unes parmi ces petites phrases. Alors bien sûr, une première prise de parole réussie ne signifie pas qu'il y aura du succès derrière. Mais quand même, il faut séduire très vite. Vous connaissez le dicton, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Merci Romain, merci Arthur Girand qui a bossé avec vous, Baptiste Gauthier. Bien sûr aussi la Dream Team de ce pourquoi. Vincent, pardon, je vais commencer avec vous encore. Je vous refais bosser tout de suite, mais des conférences de presse, vous en avez fait beaucoup, 7-8 dans votre vie par jour, par moment. Des arrivées de Laurent Blanc en équipe de France. Là maintenant, vous suivez le Paris Saint-Germain, vous avez vu Luis Enrique, toutes ces choses-là. C'est si important que ça, une présentation? Aujourd'hui, est-ce que ça a pris... Alors, je reformule. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a plus d'importance qu'auparavant? Non, je crois pas. Je crois pas. À la limite, la première réaction après le premier match, je trouve qu'elle a plus de sens. Elle dit plus que va être l'entraîneur. En revanche, ça dit pas ce qu'ils seront, mais ça dit ce qu'ils parviennent pas à être. Je trouve que les entraîneurs qui débarquent en disant je, moi, ils ont déjà perdu. Il y en a quelques-uns. C'est déjà fini. Et il y en a quelques-uns. Je trouve que c'est un défaut peut-être d'une nouvelle génération d'entraîneurs. Qu'en entraîneur, il faut s'intéresser aux autres, mais surtout aux autres, voire seulement aux autres. Et donc, il faut oublier un peu son alors, comment ego. on peut faire une telle faute de com? Comment est-ce qu'on peut avoir des entraîneurs qui commencent par « moi, je pense personnellement » Parce que c'est la 5e consigne, restez vous-même. Ouais, mais si ça a été bossé, vous devez vous dire, faut que je... Enfin, vous le savez que vous allez prendre un tir comme ça. Peut-être que ça aurait été pire si on ne leur avait pas dit. Oui, oui. Mais je trouve, voilà, c'est un défaut, que l'entraîneur qui commence à dire « je, moi » et quand j'étais joueur, et... non, c'est fini ça, on peut pas. J'ai pas compté cet après-midi à la présentation. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu le sens de sa phrase. Non, mais voilà, je trouve qu'il le fait un peu trop, mais je comprends son rapport affectif à Marseille et son besoin de se rattacher à cette histoire-là. Mais je trouve toujours que c'est pas un bon message, voilà, de manière générale. Olivier Bossard, pareil, vous en avez rencontré aussi des grands coachs, ce genre de choses-là. Quand on voit Luis Enrique, ça a bien vieilli. Franchement, lui, il avait annoncé la couleur. Et longtemps, nous, on a eu du mal à le croire. Pendant 6 mois, on disait qu'il ne jouera pas mieux que l'année suivante. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a réussi. Alors, on va guetter aussi cette année, réécrire l'histoire, on a envie de gagner, toutes ces choses-là, très bien. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça qui ont fait ce qu'ils ont dit. Non, c'est vrai. Et... Parce qu'il n'y a qu'un gagnant à la fin, de toute façon. Oui, mais c'est pour ça, il faut séduire, mais il faut en même temps rester crédible, parce que, et pour les supporters et pour les journalistes, encore plus aujourd'hui, parce qu'ils sont tellement observés derrière, on analyse absolument tout, la moindre phrase. Moi, tout à l'heure, alors on parlait de Habib Beye qui disait beaucoup à cette occasion aussi, il y en a certains qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre un petit tacle, un petit tir. Moi, c'est aussi ce que j'observe. Et tout à l'heure, on l'a pas souligné, mais Habib Beye a quand même eu un petit mot pour Rennes. Alors, c'était assez subtil, mais il dit qu'à Rennes, quand il était 16e, il fallait être pragmatique. Et puis, la tactique, on verrait plus tard. Alors qu'à l'OM, il y a des bons joueurs, donc ça allait être un petit peu plus facile de faire une équipe. Donc voilà, c'est le genre de truc il faut y aller doucement, parce que tout le monde est observé. Après des conférences de presse, moi il y en a une qui me revient, et je suis sûr que Vincent va s'en souvenir aussi. Thierry Henry.
Non, moi je me souviens de celle de Jacques Santini à Tottenham. Ah oui, mais ça c'est à cause de l'anglais aussi. Oui, c'était à cause de l'anglais. Et je sais aussi que les supporters aiment bien quand l'entraîneur fait l'effort de parler dans la langue du pays. Mais là, j'invite tout le monde à y aller. Alors, ça va être un peu moqueur, mais franchement, Le problème, c'est que les Anglais croient tout, comme les Américains, quand tout le monde parle leur langue. Donc, eux, on sent pas que c'est un effort. C'est pas logique de pas parler leur langue. C'est ça. Mais il aurait presque pas dû le faire ce jour-là, parce que je sais que les Anglais en parlent encore aujourd'hui. Et dès qu'on parle justement de ce sujet-là, c'est souvent Jacques Santini qui revient. Vous êtes en grande forme ce soir. Vous êtes en très grande forme. Je l'adore. Bien sûr. Ouais, heureusement, parce que je me dis que si vous l'aimiez pas, je sais pas ce qu'il aurait pris. Alors, il n'est pas meilleur en français, mais je l'adore. Ah bah, écoutez, impeccable. Alors maintenant que vous avez fait la rotule Jacques Santini, vous allez m'expliquer quand même tranquillement ce que ressent un joueur dans un vestiaire quand il voit un nouveau coach qui arrive. Est-ce qu'il s'intéresse à la conf? Est-ce qu'un joueur de l'Olympique de Marseille, cet après-midi, a regardé son nouveau coach parler? Ce qui va être important, c'est surtout ce qu'il va leur dire dans le vestiaire. Le soir, je suis d'accord avec Vincent aussi sur ce qu'il va dire après le match, tout de suite dans le vestiaire et dans le cadre de ma formation là. Je rappelle, vous êtes formé pour être entraîneur. Pro, donc pour être comme Habib, on a des gros cours de communication. Comment on s'y prend, comment on va s'adresser à la presse. Vous êtes le meilleur avec l'émission. Pardon ? Vous êtes le meilleur avec l'émission. Bien sûr, évidemment. Mais c'est important, le contexte. Moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, Luis Enrique. Il dit... après, il faut gagner. Enfin, c'est ce qui te fout la paix. Hein. Mais il dit quand même qu'il faut faire du spectacle et puis gagner les matchs. Et puis, peut-être manque un truc, faire progresser les joueurs aussi. Je pense que ça doit être une ambition... et qu'on peut l'afficher, je crois. Ces trois choses-là, c'est pas mal. Et puis après, dans le vestiaire, moi, je pense que l'entraîneur, il doit jamais mentir aux joueurs. Ça doit être quelque chose de... Mais c'est possible, ça? Ah bah oui. Tu dis à un joueur, je fais jouer samedi, mais pendant ce temps, il est pas bon. Enfin, il peut y avoir plein de moments où tu es un peu malhonnête, et ça, c'est pas possible, quoi. Et le double langage est interdit. C'est-à-dire dire une chose dans le vestiaire et après dire une autre chose devant la presse. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas comme si dans le foot, le double langage existait. Ça arrive souvent avec des coachs qui disent, par exemple, c'est le début de la fin. Et après, ils défoncent leurs joueurs. Mais même ça, c'est autre chose. Dans ce sens-là, ça va. Ce qui va pas, c'est de dire aux joueurs tout va bien, et de dire vers la presse, comment voulez-vous que je fasse une équipe, j'ai quand même que des pieds gauches. Ce qui est très dur pour l'entraîneur, c'est quand même l'après-match, il doit tout de suite parler aux joueurs et tout de suite partir. Donc il a deux discours différents à préparer en peu de temps. Et là, il faut être très bon parce qu'il y a quelques mots à dire qui vont être repris partout. Donc c'est un bel exercice de livre. Gérard Rouillet disait que parfois, à la fin des matchs, quand il était entraîneur à Lyon, il disait qu'à la fin des matchs, à partir de la 85e, 86e, il commençait à réfléchir ce qu'il avait à dire devant la presse. Ah oui. Mais bon, il savait qu'il allait gagner souvent à l'époque. Mais en championnat de France, il n'était pas très embêté. Mais il commençait à réfléchir à la 85e. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que les entraîneurs qui arrivent, là, c'est plein de sourires et tout, parce qu'il faut plaire à la presse. Puis tout de suite, très tôt, le premier match, la première défaite, il y a un conflit, il y a tout de suite un rapport de force qui s'installe. Vous pensez qu'ils veulent nous plaire ? Il y a vraiment de la séduction. J'arrive vers vous, mais vous pensez qu'il y a de la séduction envers nous? Parce qu'on est quand même dupe d'à peu près rien, très sincèrement. Non, mais les premiers jours, tout le monde veut plaire à tout le monde. Les journalistes veulent plaire à l'entraîneur, l'entraîneur veut plaire aux journalistes, et les nouveaux joueurs, surtout, ils veulent plaire au nouvel entraîneur pour jouer. Donc, on est dans un cercle. Alors après, Émilie, c'est votre métier. Vous avez une agence de com, vous êtes là-dedans, évidemment. Je vous ai gardé pour la fin, avant qu'on aille voir encore avec Alicia un dernier petit bon. Mais je voudrais avoir votre avis sur ça. Est-ce que vous avez déjà coaché? Est-ce que vous avez déjà eu des demandes de conseils? Est-ce que vous avez des camarades qui s'est arrivé? Oui, après, des athlètes, oui. Des entraîneurs, non, parce que c'est quand même un poste spécifique. Et vous arrivez aussi pour répondre et à ta remarque, Vincent, et à la tienne, Vikash, il y a aussi le CV qui parle pour toi. C'est-à-dire que là, Habib parle beaucoup en jeu, mais c'est parce qu'il doit aussi, se présenter à la presse. Il est quand même moins connu. À la rigueur, il est plus connu aujourd'hui pour son rôle de consultant que pour son rôle d'entraîneur. Il a moins de passif là-dessus. Je pense qu'on l'interroge aussi pour sa relation avec Marseille. Donc, il y a aussi un Luis Enrique. Tu ne vas pas attendre la même chose en conférence de presse qu'un Habib qui arrive à l'OM. Il y a la période aussi. Il y en a un qui a gagné avec Messi et l'autre qui arrive maintenant. Il y a la période à laquelle tu arrives. Si tu arrives en début de saison parce que tu es un premier choix et on t'attend, et il y a là où c'est le feu, et puis tu arrives en 2 jours, la semaine d'avant, tu étais sur un autre banc. Donc la communication, pareil, elle est différente. Et je pense que là, si on revient sur Habib, il est aussi dans une opération séduction avec la presse, avec les supporters. On connaît ce qu'est l'OM et tout ce qui tourne autour de l'OM, il le dit aussi dans son discours. Moi, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que la référence est importante. Il fait référence à Pape Diouf,
Ça aussi, c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'il renvoie à l'histoire, il parle d'apaiser ce club volcanique. Alors ça, attention, parce que j'attends de voir. C'est malin parce que c'est quelqu'un qui était très respecté. Très respecté, qui a réussi. emblématique. Et en plus, il le dit, c'était mon père spirituel. Donc je trouve qu'il met aussi, quand on reprend les points que tu donnais, Romain, il met aussi dans les directives du club, dans les valeurs du club. Après, ce qui manque effectivement, c'est peut-être un peu plus de sportifs. Et on l'a noté, c'est toi, Olivier, qui notait quand il parle que l'équipe n'est pas malade. Ouh, mon petit père, là, va falloir faire attention. Mais attention, il y a aussi la directive du club. Et puis, comme tu le disais, Vikash, il y a aussi le discours que tu vas tenir auprès de tes joueurs. Il vient d'arriver, il ne va pas dire qu'il a que des bras cassés, des chèvres et qu'il va falloir faire quelque chose. Moi, l'équipe pas malade, je finis là-dessus, je me dis quand même que là, il n'ouvre pas le parapluie en revanche. Autant tout à l'heure, je disais qu'il avait ouvert le parapluie sur 2-3 trucs. Là, c'était un bon moyen de dire l'équipe me semble un peu malade, mais il ne veut pas mettre un tir au prédécesseur, peut-être par respect, alors que ça aurait été une bonne. Non, mais je sais bien. Mais après, tu peux dire, vous voyez, ils ne sont pas encore totalement guéris, ça se passe mal à Brest. Vous voyez, de dire, moi, en 2 jours, j'ai pas eu le temps. Vous voyez, je trouve que de dire ça, c'est assez osé. Moi, je le mets du côté des bons points. Oui, Non, mais c'est mon seul. Vous avez été remarquable, Émilie, sachez-le. Alors attendez, je voudrais qu'on finisse avec Alicia et cette conférence de presse de Fabio Grosso. Oui, parce que quand vous dites opération séduction, moi j'ai tout de suite pensé à quelqu'un, c'est Fabio Grosso. D'ailleurs, peut-être que Vincent, vous avez assisté à sa conférence de présentation lorsqu'il arrive à Lyon en septembre 2023 pour remplacer Laurent Blanc. Bon, la classe à l'italienne, costume bien coupé, cheveux gominés. L'opération séduction peut démarrer. Pour mon français, je comprends bien et j'essaierai de me faire comprendre quand même bien. Donc, des fois un peu plus doucement, mais j'essaye. Je m'excuse pour mes petites fautes de français. On essaye de se mettre tout le monde dans la poche. En plus, les journalistes présents dans la salle, j'imagine qu'ils étaient très heureux de revoir eux aussi un ancien de la maison. Vincent faisait des bons, hein. Mais j'ai rarement vu quelqu'un dire aussi peu de choses quand il parlait. Non mais attendez, il avait quand même parfaitement préparé l'exercice, Fabio Grosso, parce qu'il a dit qu'il était très heureux d'être là. Il a salué avec élégance son prédécesseur Laurent Blanc. Le discours était quand même assez déterminé, optimiste, alors qu'il arrive dans un bourbier. Et puis terminé en beauté en faisant une déclaration d'amour à la France. Bon, c'était un numéro de charme très réussi de la part de l'Italien. On aurait même envie de lui pardonner son tir au but qui offre la victoire en finale de la Coupe du Monde. On n'a rien pardonné du tout. On s'est fait virer et c'est comme ça. Évidemment, mais juste pour vous dire qu'on peut faire une très bonne impression et rester 2 mois, comme c'est arrivé à Fabio Grosso, dans un club où ça s'est très très mal passé. Je crois que c'était 7 matchs à la tête de l'Olympique Lyonnais. Et bien évidemment, il y avait cet incident où il a failli perdre un œil. Mais voilà, l'exercice était réussi. Mais derrière, on s'en souviendra à vie. Mais pendant une semaine, j'ai cru que c'était un bon choix. Oui, on est tous cool. Sincèrement, pendant la première semaine, je me dis ouais, c'est bien. Puis après, vous avez vu un match. Voilà. C'était l'opération séduction. Après, on revient. C'est-à-dire qu'après, on a vu le match et on l'a vu parler du match. Et là, le décalage entre le match qu'on voyait et celui qui racontait, c'était rédhibitoire. Merci Romain. Très bon pourquoi. Vous voyez, c'est parti. Puis ça a tiré à balles réelles, c'est remarquable. Dans un instant, le foutoir.